Monsieur le Président, votre visite au Havre nous fait grand plaisir et nous fait grand honneur. Le Havre, c'est d'abord un port. Né en 1517 de la volonté d'un roi, François Ier, le grand roi de la Renaissance, il s'agissait alors de protéger Paris et le royaume contre les agressions venant de la mer. Mais c'est au XIXe siècle que Le Havre et son port connaissent un formidable développement lié à la croissance extrêmement rapide des échanges internationaux, en somme une économie qui déjà se mondialisait et dont le port du Havre était pour la France et pour l'Europe un élément essentiel. Une volonté politique forte s'exprimant au niveau le plus élevé de l'État, dans une perspective ambitieuse d'aménagement du territoire, un lien naturel inscrit dans la géographie entre Paris et Le Havre, à travers l'axe séquanien et l'estuaire de la Seine, renforçant l'ouverture sur le monde de notre capitale, la nécessité pour notre pays de disposer sur la façade atlantique d'une plateforme portuaire capable de faire face avec succès à la compétition avec les grands ports hanséatiques, en s'appuyant sur deux atouts majeurs, je vous le rappelais tout à l'heure, Monsieur le Président, la proximité de l'Atlantique et un tirant d'eau exceptionnel, et en corrigeant son handicap, une desserte terrestre insuffisante. On retrouve là, Monsieur le Président, l'un des fils conducteurs du nouveau cap que vous avez donné pour le Grand Paris dans votre discours du 29 avril. Je vous cite, la grande vitesse sur l'axe Le Havre-Paris qui mettra Le Havre à 1 heure de Paris. Le désenclavement du bassin de la Seine avec le canal Seine-Nord en vue d'inverser les flux d'échanges vers l'Europe du Nord et de faire basculer une partie du trafic fluvial vers Rouen et vers Le Havre. Vous avez parlé du choix stratégique que nous dicte la géographie, Le Havre, port du Grand Paris. Il faut alors une desserte ferroviaire rapide vers Roissy-Charles de Gaulle. Il faut une implantation dans l'agglomération du Havre de centres de décision administratifs et privés liés à la vie maritime et portuaire, avec en perspective un développement harmonieux et durable dans le cadre de ce que nous appelons le Grenelle de l'estuaire, qui mobilise aujourd'hui tous les acteurs des deux rives de la Seine. En résumé, une métropole maritime de niveau international adossée au Grand Paris. Monsieur le Président, le général de Gaulle, visitant Le Havre le 7 octobre 1944, un mois jour pour jour après les terribles bombardements qui avaient détruit la ville et le port, le général de Gaulle a inscrit sur le livre d'or de la ville du Havre, au Havre, blessé pour la France, mais vivant et qui sera grand. Au Havre, aujourd'hui, nous avons le sentiment d'être vivants. Mais pour l'avenir, Monsieur le Président, nous vous faisons confiance pour qu'il devienne véritablement grand et pourquoi pas, pour 2017, 500e anniversaire de sa création par le roi François Ier. Monsieur le maire, cher Antoine, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, et si vous le permettez, chers amis, je suis venu aujourd'hui au Havre pour rien moins que la réparation d'un oubli historique. L'oubli trop long qu'a fait la France de sa vocation maritime. Comment la France a-t-elle pu oublier que notre pays possède le deuxième territoire maritime mondial derrière les États-Unis? 11 millions de kilomètres carrés, 20 fois le territoire métropolitain, une superficie supérieure
à celle de la Chine ou du Canada tout entier. Pourquoi? Pourquoi avons-nous délaissé si longtemps de grands ports internationaux, Le Havre bien sûr, mais Marseille, Bordeaux, Saint-Nazaire, Toulon, Dunkerque, tous pourtant idéalement placés pour desservir l'Europe et le monde sur plusieurs façades maritimes. Comment est-il possible que nous ayons négligé à ce point la diversité et la richesse incomparables de notre espace maritime outre-mer? Comment oublier plus longtemps encore notre présence stratégique sur les 3 océans de la planète, dans les 2 hémisphères et jusqu'au pôle sud sur le continent antarctique? C'est vrai, la France a beaucoup d'intérêts sur la Terre, beaucoup de liens au continent, et sans doute ces avantages nous ont-ils fait oublier que nous devions spontanément nous tourner vers la mer. Pour cela, il faut une volonté politique pour aller vers l'océan et pour y projeter une ambition. Le Havre le sait bien, Antoine rappelait qu'il doit sa naissance à la volonté de François Ier et son développement à celle de Richelieu. Eh bien, je suis venu vous dire que la France doit cesser d'ignorer le formidable destin maritime qui doit être le sien. C'est une affaire ni plus ni moins que de volonté politique. Dans sa vocation maritime, la France a certainement souffert d'avoir une grande capitale terrestre, continentale, abritée du vent du large et à l'écart des courants d'échange maritimes. Nous devons faire du Grand Paris une véritable métropole maritime. Vous savez, le Grand Paris, c'est une ambition que je porte au fond de moi. C'est pour moi plus qu'un grand projet. C'est non négociable. C'est capital au sens propre et au sens figuré pour la France. Nous devons faire du Grand Paris cette métropole maritime qui va permettre de tisser un lien nouveau à travers cette magnifique vallée de la Seine entre une vieille capitale fluviale, Paris, dont je rappelle que le blason ne porte pas une nef par hasard, et ces 2 ports traditionnels que sont Le Havre et Rouen. Paris, Rouen, Le Havre, une seule ville dont la Seine est la grande rue, Napoléon Bonaparte, en 1802, s'il m'est encore permis de le citer. Au-delà du lien fluvial, il convient d'imaginer un transport rapide, un TGV qui reliera Paris au Havre par Mantes et Rouen en 1h15 et qui profitera également, cher Bruno Le Maire, aux 2 régions Normandie. Cette liaison à grande vitesse sera l'un des axes majeurs du Grand Paris. Nous l'ajouterons donc, avec Jean-Louis Borloo, au programme d'investissement ferroviaire du Grenelle de l'environnement. En tout cas, moi, je ne serai pas le président de la République, je vous le dis, qui inaugurera 25 ans après ce que ses prédécesseurs avaient eux-mêmes mis 25 ans à décider. Que les choses soient très claires. Soit on fait, soit on ne fait pas. Mais on arrête de dire pour ne pas faire. Alors j'ai vu qu'il y avait des interrogations, y compris dans la région. C'est sans doute que des mauvaises habitudes ont été prises. Ça fait un peu plus de 2 ans que je suis président de la République. J'ai toujours tenu ce que j'avais dit. Ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une faveur. C'est un impératif si on veut faire du Havre ce grand port à vocation internationale. Alors nous devons reconstruire une politique et une ambition maritime pour la France autour des nouveaux enjeux, ceux d'une planète dont les ressources s'épuisent, ceux d'une planète mondialisée qui respire par le commerce international et qui doit redécouvrir ses énergies renouvelables. Notre avenir dépend de la mer en tant que ressource, en tant qu'écosystème, en tant que lieu d'échange. Et l'avenir de la mer sur notre planète dépend de l'attitude de la France. Notre nation
doit désormais être à la hauteur de ses responsabilités et de ses opportunités de première puissance maritime du monde avec les États-Unis. Comme sur le climat, comme sur la préservation de la biodiversité, sur la mer, nous sommes la dernière génération qui ait la capacité pleine et entière d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Alors la France va s'ouvrir aux mers qui l'abordent. Dès 2007, j'avais souhaité que notre pays commence par mettre fin au déclin programmé du premier outil de son ouverture maritime, ses ports. Enfin, mesdames et messieurs, il était proprement insensé, le mot n'est pas trop fort, qu'avec des ports comme Le Havre, le premier port d'Europe du Nord, touché par les navires venant du reste du monde, et Marseille, le port le mieux placé de la Méditerranée pour accéder au centre de l'Europe, il était insensé que la France perde constamment des parts de marché dans le trafic maritime. Insensé qu'un pays maritime importe les 2/3 de ses conteneurs par des ports étrangers. Je répète, les 2/3 des conteneurs dont la France a besoin pour ses approvisionnements multiples et divers étaient déchargés dans des ports étrangers. Voilà la réalité qui ne choquait personne. Eh bien, moi, ça me choque. Et je n'ai pas l'intention que ça continue ainsi. Insensé que le trafic mondial de conteneurs augmente chaque année de 10% et le trafic français d'1%. Ce n'est pas la peine de dire qu'on est toujours les meilleurs. Il faut d'abord être lucide et regarder la situation telle qu'elle est. Cette situation-là est inacceptable. C'est ce qui m'a conduit à demander à Jean-Louis Borloo et à Dominique Bussereau de travailler à une réforme en profondeur de l'organisation de nos ports, dont on parle, la réforme, depuis un grand nombre de décennies, pour décider qu'il faut continuer à en parler. Ce qui nous a conduit à ce système assez incroyable. Le docker, qui déplaçait les boîtes horizontalement, n'avait pas le même patron que le grutier qui les déplace verticalement. C'est miraculeux qu'avec ça, on ait 1% d'augmentation des conteneurs par an. Le résultat, moi je veux faire de la peine à personne, je veux simplement qu'on regarde la situation en face, avec honnêteté. On déchargeait 4 fois plus de marchandises par mètre de quai à Anvers qu'au Havre. Je n'ai pas connaissance du fait qu'à Anvers, on exploite la misère humaine. 4 fois plus. Les grues sont 2 fois plus utilisées à Anvers qu'à Marseille. Y a-t-il une fatalité? Y a-t-il un microclimat? Ou plutôt une absence de volonté politique? La manutention portuaire était privée des capitaux, des technologies, de la compétence industrielle des grands opérateurs qui investissaient dans tous les ports du monde, sauf en France. Eh bien, je le dis aujourd'hui, cette époque est terminée. La loi du 4 juillet 2008 y a mis fin et je veux remercier Dominique Bussereau et Jean-Louis Borloo du travail remarquable qu'ils ont conduit. On me disait que c'était impossible, nous l'avons fait dans un climat relativement apaisé, enfin, autant qu'il est possible. Alors, les grands ports maritimes ont réformé leur gouvernance, ont adopté un plan stratégique ambitieux, les outillages portuaires sont en voie de cession à des opérateurs industriels performants et le commandement sur les quais va être unifié. Un plan d'investissement d'une ampleur inégalée est en cours, 2,4 milliards d'euros d'investissement d'ici à 2013, l'État y prenant toute sa part. Nous devons faire les plateformes multimodales qui sont l'interface mer, fer, fleuve, dont nos ports ont besoin. L'objectif de cet effort massif pour tous les ports, c'est de doubler la part de marché des ports français dans les conteneurs. On va doubler notre part de marché, ce qui nous portera à 12% du marché européen. Mesdames et messieurs, une petite ambition ne sert à rien. On ne va pas se demander, on ne va pas augmenter 10%, 20%, on va doubler.
Et avec ça, on va rattraper le retard accumulé depuis des années. L'avenir de nos grands ports se joue aussi à terre. Il n'est pas admissible que Le Havre évacue 9% de ses containers par le fer à Hambourg. 38% des conteneurs sont évacués par le fer. Je ne critique pas le transport routier. Je dis simplement que je souhaite que la France s'inspire des endroits où ça marche le mieux. Et je pense que depuis des décennies, nous avons assez utilisé les systèmes qui ne fonctionnent pas. Il est temps de nous inspirer des systèmes qui fonctionnent. Alors, c'est une absurdité environnementale et c'est un frein considérable au développement du Havre. Je sais que ce sont des investissements lourds, mais il faut réaliser une liaison fret nouvelle vers Paris et vers l'est de la France. C'est vital pour le Havre. Quant à la réforme du fret SNCF, je le dis à tous les parlementaires, quelle que soit leur étiquette politique, je la mènerai. Je la mènerai parce que c'est mon devoir de le faire et que je ne céderai pas là-dessus. Voilà. Parce qu'à quoi ça sert d'avoir des ports modernes si les containers qui sont déchargés dans ces ports modernes sont bloqués dans ces ports parce qu'il n'y a pas de liaison fret ferroviaire. Il faut creuser le canal Seine-Nord-Europe, le premier canal en France depuis la Seconde Guerre mondiale, pour ouvrir la vallée de la Seine et le Grand Paris vers l'Europe du Nord. À quoi ça sert, franchement, d'avoir une capitale comme Paris, située au cœur de l'Europe, si on ne peut pas la desservir ni par le ferroviaire, ni par le fluvial, et s'il n'y a aucun port de dimension mondiale pour une capitale elle-même de dimension mondiale. On me dit, ah, mais tous les investissements que vous décidez coûtent cher. Mesdames et messieurs, c'est bien moins cher que l'inaction et que l'immobilisme. Parce que cet argent que nous allons investir va permettre de créer des richesses, de créer des points de croissance. Et tout le monde en profitera. La France n'a pas assez investi toutes ces dernières années. Le problème de la France, c'est que nous avons sabré dans les bonnes dépenses et gardé les mauvaises dépenses. Parce que c'est beaucoup plus facile de supprimer un plan d'investissement que de revenir sur des dépenses de fonctionnement sur l'utilité desquelles il y a beaucoup à faire et à s'interroger. Voilà la stratégie économique qui est celle du gouvernement. Alors, à partir de ce moment-là, je n'ignore nullement. Et sur le canal Seine-Nord, avec Dominique, nous avons décidé, j'ai annoncé ça il y a quelques semaines, de faire les travaux. Alors, je sais aussi qu'il y a le problème de la qualité de service des opérateurs de fret ferroviaire. C'est un sujet sensible, mais enfin, franchement, je sais gré à tous ceux qui nous ont précédés de m'avoir laissé les problèmes les plus sensibles. Après tout, c'est une preuve de confiance. Mais enfin, moi, je ne laisserai pas, je ne continuerai pas à pousser la poussière sous le tapis. Je veux affronter les problèmes. Il faut réorganiser le fret ferroviaire, je l'ai dit, et à commencer par le plus grand d'entre eux, la SNCF. Voilà. Et chacun sait, je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, chacun sait ce que je veux dire, chacun sait la problématique. La SNCF est une très grande entreprise, j'ai tout à fait confiance dans les cheminots. Bon, mais il y a un certain nombre d'habitudes qu'il faut changer pour être compétitif et pour développer l'entreprise. Je pense aussi à la qualité de service de Réseau ferré de France, qui ne doit plus, je dis qui ne doit plus supprimer des sillons fret à la dernière minute sans de lourdes pénalités. Et je le dis très clairement, Réseau ferré de France doit enfin prendre des engagements de qualité crédibles. Dans quel métier du transport supprime-t-on des liaisons sans préavis et sans indemnisation? Comment s'étonner que le fret ferroviaire décline en France quand ni RFF ni les opérateurs ne sont capables de s'engager sur la fiabilité du service? Mon rôle n'est pas que de dire des choses agréables. Mais si on veut résoudre les problèmes, il faut regarder les problèmes, les traiter, faire confiance aux gens et puis changer nos habitudes. Sinon, ça ne peut pas marcher. Alors, à l'issue du Grenelle de l'environnement,
notre pays s'est donné un objectif central pour guider notre politique de transport durable, porter le transport non routier de 14% des marchandises où il se trouve aujourd'hui, Jean-Louis, à 25% d'ici à 2022. C'est un combat décisif. Il se livrera sur le rail et sur la sortie de nos grands ports de commerce. Le transport maritime devra aussi prendre toute sa part, en particulier, Chantal Joanneau, grâce aux autoroutes de la mer, auxquelles il faut donner maintenant, Jean-Louis, une réalité. Arrêtons de parler des autoroutes, mettons-les en œuvre. Une grande réforme, un grand plan d'investissement pour les ports et les transports maritimes, ce sont des décisions, ce sont des actes qui se traduiront par des choix financiers. Depuis avril dernier, Jean-Louis Borloo a lancé une démarche absolument remarquable, celle du Grenelle de la mer. Sur la base de la méthode originale du dialogue à 5 que nous avons inventé pour le Grenelle de l'environnement, État, collectivités locales, syndicats, entreprises, ONG, je n'ai oublié personne, vous vous êtes réunis avec Chantal Joanneau et vous avez élaboré plus de 600 propositions concrètes en lien avec la mer. Ces propositions, je veux vous le dire, il y a un certain nombre de participants qui sont ici, que je salue, ces propositions ne resteront pas lettres mortes. Nous allons rédiger un livre bleu qui définira la stratégie maritime française. Ce livre bleu sera validé par un comité interministériel de la mer que je présiderai avant la fin de l'année. Il n'est d'ailleurs que temps, car le dernier comité interministériel de la mer, cher Dominique, s'est réuni en février 2004. Risquez pas de faire du mal, hein. Une fois tous les 5 ans, on peut se reposer tranquillement. Alors, je sais bien que ce ne sont pas les organes qui font les bonnes politiques, mais enfin, si personne ne décide, ça ne va pas naître spontanément. Alors, je souhaite d'ailleurs réfléchir à un suivi permanent de la stratégie maritime que nous allons arrêter, voir quelle est la meilleure structure pour conduire cette politique maritime. Cette instance pourra aussi poursuivre la réflexion sur certains points, sur certains espaces complexes et fragiles, comme le littoral, comme vous l'avez appelé, cette délicate rencontre de la terre ou de la mer. D'ici à 2020, 70% de la population mondiale vivra dans une bande de 100 km le long des mers. Il faut une réflexion globale sur nos zones côtières. Je voudrais vous donner quelques orientations qui m'apparaissent stratégiques pour la politique maritime de notre pays dans la décennie à venir. Dans la logique d'hier, tout ce qui était protégé de toute exploitation ou sanctuarisé était forcément retiré, soustrait aux hommes. Le développement durable, c'est l'inversion de cette logique folle qui nous met finalement devant un choix perdant-perdant, décroissance d'un côté, pillage des ressources de l'autre. C'était un peu le raisonnement d'hier, c'était soit, mais d'ailleurs, c'était le club de Rome. Il y a un monsieur qui s'appelait Sico Manchel, qui dans les années 70-80 avait théorisé cette notion de croissance zéro. Il faut sortir de ce choix qui n'en est pas un. Je refuse la décroissance, mais je refuse également le pillage des ressources. Et c'est l'idée du Grenelle de la mer, non pas de protéger pour protéger, non pas d'exploiter sans borne ni mesure, sans souci du lendemain, mais protéger les ressources naturelles de la mer pour mieux les exploiter de manière durable. C'est la première orientation stratégique que je veux retenir. C'est particulièrement vrai des ressources naturelles vivantes de nos océans. Là plus qu'ailleurs, le choix n'est pas aujourd'hui celui de pêcher ou de protéger, mais de protéger pour mieux pêcher. Le compromis historique que je souhaite sur l'exploitation des ressources halieutiques, ce n'est pas l'association bancale, cher Bruno Le Maire, de deux demi-mesures. On pêche un peu moins et on protège à peine mieux. Voilà. Parce qu'alors on va mécontenter tout le monde et on ne réglera rien. La vérité, nous la devons aux gens de la mer et aux générations de demain.
je veux défendre une pêche responsable et de haute qualité pour notre pays. En janvier 2008, j'ai annoncé la mise en place d'un plan pour une pêche durable. Les engagements que j'avais pris au Guilvinec ont été tenus. À la fin de cette année, 300 millions d'euros auront été consacrés en 2 ans au financement d'une pêche qui optimise la gestion de la ressource halieutique, mais en même temps, nous souhaitons une pêche qui fasse vivre dignement les hommes qui la pratiquent. Une pêche qui continue de procurer demain des emplois aux enfants des pêcheurs d'aujourd'hui, une pêche qui ne soit pas une nostalgie, qui ne soit pas une relique du passé, une pêche qui ne soit plus le métier le plus dangereux du monde, avec 1 mort pour 1000 marins. Il n'y a pas un métier qui est aussi dangereux dans le monde. Et le monde de la pêche offre chaque jour le plus merveilleux exemple de solidarité, de courage et du travail humain. Alors, chacun sait la force de caractère qu'il faut. Je le dis, nous n'accepterons pas que la pêche disparaisse dans notre pays. Et c'est parce que nous voulons que la pêche vive que nous allons refuser de laisser disparaître les ressources naturelles de la mer. Non seulement il n'y a pas opposition entre l'avenir que nous souhaitons pour la pêche et la protection des ressources naturelles, il y a complémentarité. Alors, la France protège aujourd'hui moins de 1% de son espace maritime. D'ici à 2012, j'entends que les aires maritimes protégées s'étendent jusqu'à 10% du territoire maritime. D'ici à 2020, ces aires marines protégées atteindront 20% des 11 millions de kilomètres carrés de mer placés sous la souveraineté de la France. Mais bien entendu, des chiffres et des dates. Moins de 1% d'espace protégé aujourd'hui. 10% d'ici à 2012, à la fin de mon quinquennat. Et 20% d'ici à 2020. Voilà la politique maritime qui sera la nôtre. Et ceux qui voudront la remettre en cause devront l'expliquer aux Français. Et j'escompte que la moitié de cette étendue soit constituée sous la forme de réserves et de cantonnements de pêche que nous allons définir avec les pêcheurs, avec les scientifiques et avec les acteurs locaux. C'est là que sera préservée la biodiversité marine, c'est là que pourront se reconstituer les ressources qui permettront à la pêche demain de se perpétuer dans notre pays. En 2020, le réseau des aires marines protégera 2 millions de kilomètres carrés d'océans et de mer sous souveraineté française. Ce réseau de protection s'étendra le long de ses côtes de métropole, notamment en Méditerranée, mais aussi à travers tout l'outre-mer français, Antilles, Nouvelle-Calédonie, Polynésie. Ce réseau complétera en mer la trame verte et bleue créée par le Grenelle de l'environnement sur la Terre et permettra de ne pas oublier la trame bleu marine si chère à Isabelle Autissier. J'ai vu, Jean-Louis, que des demandes de moratoire ont été exprimées au cours du Grenelle de la mer. Je ne veux pas évacuer les problèmes au nom du principe de précaution. Nous connaissons trop peu et trop mal la vie que recèlent les océans de la planète. Il est vrai que les menaces concernant l'existence de certaines espèces comme le thon rouge ne peuvent plus être ignorées. Le principe de précaution, en l'occurrence, nous dicte surtout de renforcer très rapidement la connaissance scientifique des fonds, l'exploration des mondes marins, l'évaluation des stocks, la compréhension des écosystèmes. Le principe de précaution, c'est de renforcer puissamment notre expertise scientifique sur l'état des ressources naturelles maritimes. Nous y consacrerons les moyens nécessaires. J'en prends ici l'engagement solennel. Notre pays doit renouer avec une grande politique océanographique en s'appuyant sur le réseau des compétences françaises dans les sciences de la mer, sans négliger les initiatives nouvelles, telles que par exemple la constitution d'une station océanique internationale baptisée Sea Orbiter. J'ajoute que je partage l'avis de Jean-Louis Borloo, il ne faut pas opposer les pêcheurs et les scientifiques, car j'affirme que les pêcheurs sont des scientifiques de tous les jours, et on aurait bien tort de se passer de la compétence de ceux qui vivent du produit de la pêche lorsqu'il s'agit d'analyser
l'état exact de la ressource halieutique dans notre pays. Mais je veux aller plus loin. Le temps est venu, je crois, de fonder la totalité de nos décisions publiques de gestion des ressources marines sur la base d'avis scientifiques fiables, indépendants et partagés. Bruno Le Maire va engager les prochaines négociations européennes sur la réforme de la politique commune de la pêche, dans le respect des avis scientifiques rendus. C'est une rupture fondamentale que je vous propose. L'un des premiers points d'application de cette méthode sera, je l'annonce, le soutien de la France à l'inscription du thon rouge à l'annexe de la Convention internationale sur les espèces sauvages pour en interdire le commerce. Je me réjouis que le Grenelle de la mer ait permis d'avancer vers la protection de cette espèce emblématique de la Méditerranée, demandée depuis si longtemps par les scientifiques que j'avais moi-même reçus il y a plusieurs mois. Je souhaite que nous agissions toujours pour une exploitation raisonnée, écologiquement responsable des ressources marines, y compris les matières premières minérales. La mer peut receler des gisements considérables de matières premières qui sont une richesse que notre pays ne peut pas négliger en une époque de rareté. Mais nous inscrivons notre politique maritime dans le cadre d'une stratégie de développement durable. Alors, nous travaillons et nous réfléchissons sur le grand emprunt. C'est curieux, les forces politiques m'appelaient à avoir plus d'ambition et à faire un grand emprunt il y a quelques mois. Je décide le grand emprunt. Les mêmes me disent, il n'y en a plus besoin. Allez comprendre quelque chose. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup besoin. On va y travailler, y réfléchir, mais il est un domaine absolument capital pour notre pays, c'est le domaine des énergies nouvelles, entièrement renouvelables. Il y a un lien avec l'espace maritime, parce que depuis l'usine marémotrice de la France possède une longue expérience sans équivalent dans le monde de ce qu'il faut faire. J'ai pris l'engagement d'une parité entre les efforts d'investissement sur le nucléaire et les efforts d'investissement sur l'énergie renouvelable. Là encore, écoutez, c'est un peu une maladie française que de dire, puisqu'on fait le nucléaire, on n'a pas besoin de faire les énergies renouvelables. Mais si on fait les énergies renouvelables, il faut abandonner le nucléaire. C'est un système. Je vous demande en toute honnêteté de réfléchir. Nous sommes les premiers en matière nucléaire. Nous allons devenir les premiers en matière d'énergie renouvelable. On peut faire les deux. Nous sommes un grand pays. Et dans le cadre de l'emprunt, en fonction des contributions qui seront ramenées par les uns et les autres, je souhaite vraiment que les énergies renouvelables aient une place particulière. Et d'ores et déjà, nous allons donner 200 millions d'euros de plus par an pour la recherche et le développement sur les énergies renouvelables, au premier rang desquelles se trouvent les énergies marines. Alors, nous devons en particulier investir sur les technologies émergentes, les technologies de rupture, où la France pourra faire la différence. Les éoliennes offshore, les éoliennes flottantes. La politique d'éoliennes de la France ne peut pas consister simplement à faire venir d'Allemagne des éoliennes fabriquées chez nos voisins. Enfin, et on peut avoir un peu plus d'ambition en la matière, surtout que si on continue comme ça, on va mettre tout le monde contre les éoliennes. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne décide pas d'une implantation d'éoliennes parce qu'on donne un complément de ressources de taxes professionnelles aux communes. Pardon, j'ai une autre ambition pour mon pays, ça ne se réduit pas à une situation un peu cloche-merle où chacun décide dans son coin de ce que devrait être par ailleurs une grande politique nationale. Je pense à l'énergie de la houle, Jean-Louis et Chantal, à l'énergie des courants, à l'énergie thermique des mers, si bien adaptée à nos vastes eaux tropicales et équatoriales d'outre-mer, mais je pense aussi à la biomasse marine. L'effort d'équipement de la France en énergie marine doit enfin décoller. Le projet de loi d'application du Grenelle en cours d'examen au Parlement apportera des simplifications essentielles à l'instauration des équipements. Nous devons réaliser cet investissement majeur, 6 000 mégawatts, l'équivalent de 4 EPR. Eh bien, je souhaite que d'ici le début de l'année prochaine, une planification stratégique ait défini les zones de déploiement afin de sécuriser les projets et de faciliter les raccordements au réseau.
au réseau, car naturellement, une fois qu'on a créé l'émetteur d'énergie, il faut ensuite créer le transport de cette énergie naturellement créée. Je souhaite également la mise en place d'une grande plateforme technologique sur les énergies marines. L'Ifremer peut jouer le rôle de chef de file dans un lieu qui est à déterminer, que j'imagine, Jean-Louis, dans une région littorale. Nous allons concentrer les moyens de recherche publics et privés, valoriser l'innovation au profit des entreprises françaises, les grandes comme les petites. J'attends que cette plateforme technologique unique, qui peut être la première sur le plan mondial, soit constituée avant la fin de l'année. Deuxième orientation stratégique, le développement d'une politique industrielle intégrée des métiers de la mer. Là aussi, en cette période de chômage et de crise économique, il y a un gigantesque potentiel. Nous avons en France deux grands constructeurs navals, les Chantiers de l'Atlantique et la DCNS. Nous avons les leaders mondiaux des navires de plaisance. C'est un patrimoine de compétences considérable. Je me suis engagé depuis 2004 à sauver les Chantiers de l'Atlantique. Vous savez, ce n'est pas une plaisanterie pour moi. Ce que les hommes ont accumulé de compétences en plusieurs décennies, en quelques mois, ça peut disparaître. Et quand on perd la compétence humaine, on ne la recrée pas. Voilà pourquoi je n'ai jamais accepté la disparition des Chantiers de l'Atlantique. L'État est devenu l'un des actionnaires des Chantiers de l'Atlantique. Vous savez, j'ai fait avec les Chantiers de l'Atlantique ce que j'avais fait à l'époque avec Alstom. Parce que si j'avais entendu que certaines banques aient une vision de long terme, il n'y aurait plus d'Alstom et il n'y aurait plus de Chantiers de l'Atlantique. Alors je mets la même énergie à mobiliser l'ensemble des acteurs navals de notre pays autour d'un programme industriel ambitieux, sur un projet qui passionne Jean-Louis Borloo, celui de la conception et de la construction des navires du futur, plus sûrs, plus économes, plus écologiques, avec une réduction très forte des émissions de CO2. Il y a une position concurrentielle stratégique à conquérir pour nos industriels. Je crois enfin que la France ne pourra rester une puissance maritime sans les gens de mer, sans tous ceux qui ont la passion de la mer. Pour garder ces vocations, nous devons continuer à former au métier de la mer et élever le niveau des qualifications. La France, je vous l'annonce, doit se doter d'une école supérieure de formation maritime qui donnera accès à un diplôme de haut niveau, un diplôme d'ingénieur de la mer, qui n'existe pas à présent et qui valorisera ces spécialités difficiles et nécessaires. Est-ce que vous comprenez que dans notre esprit, c'est une stratégie cohérente, globale, qui part de la réforme du statut des dockers, qui n'est pas une fin en soi, qui est un moyen à la multiplication des plateformes modales, au développement du trafic fret ferroviaire, à la réalisation du canal Seine-Nord, à la formation des métiers de la mer avec un diplôme d'ingénieur de la mer. Ayons un peu d'imagination. Nous sommes au XXIe siècle. Nous ne pouvons pas nous en tenir à la typologie du XXe siècle. Et c'est tout l'ensemble qu'il nous faut gérer. On m'a souvent critiqué en disant « Ah, avec votre tempérament, vous allez trop vite dans les réformes. » Mais moi, je pense qu'on va trop lentement. Je ne suis pas là pour des siècles. Je vous le dis, j'aurais pu dire « Oh là là, comme on est fatigué, on a fait la réforme des ports, allez, on s'arrête, on attend. » Attends quoi? Vous pensez qu'il suffit de modifier le statut du grutier du port du Havre pour résoudre le problème? Et qu'on attend pour le TGV, on attend pour le canal Seine-Nord? Ce n'est pas possible. Il faut faire les réformes ensemble, les faire avancer ensemble, parce que toutes se tiennent. Et c'est toute la cohérence du système qui va nous permettre de développer ça. Alors, je veux également annoncer que je voudrais réformer et renforcer l'action de l'État en mer. Il est peu d'endroits
où la présence de l'État est plus indispensable qu'en mer. Le cadre actuel de l'action de l'État en mer remonte au lendemain de la catastrophe de l'Amoco Cadiz en 1978. Alors, il est bien adapté aux temps de crise et aux missions de sauvetage. Mais écoutez, Marine nationale, douane, gendarmerie, affaires maritimes, ils interviennent tous en mer. Mais la coordination doit être renforcée. Je le dis au préfet maritime, fait un travail remarquable. Mais en venant ici, j'ai constaté que le préfet maritime disposait pour la Manche et la mer du Nord de 27 navires de tout type, issus de 5 services différents de l'État, sans compter la cinquantaine de canaux de la SNSM. J'ai aussi noté que le dernier arrêté interministériel définissant les missions de l'État en mer en recensait pas moins de 41. Je souhaite que nous franchissions une nouvelle étape de renforcement de l'action de l'État en mer, en créant une fonction garde-côte pour organiser la mutualisation des moyens humains et matériels de toutes les administrations de l'État intervenant sur la mer et le littoral, autour de priorités clairement identifiées, sous l'autorité des préfets maritimes en métropole et des préfets de zone défense outre-mer. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas ici d'engager la fusion de ces différentes administrations. Chacun possède son savoir-faire. Mais ce qui a fonctionné dans le domaine de la sécurité intérieure pour les GIR doit exister encore davantage pour la mer. Les moyens navals et aériens sont des équipements indispensables, mais terriblement coûteux pour le contribuable. Il faut mutualiser ces moyens matériels et humains. Et nous allons vous donner les marges pour renforcer au total l'effort de l'État. Certaines missions réclament à l'évidence des investissements accrus. Je souhaite que la lutte contre les pollutions devienne une priorité absolue pour la fonction garde-côte qui verra le jour. La France, parce qu'elle se trouve au bord des routes maritimes les plus fréquentées au monde, est davantage menacée que d'autres pays par la catastrophe. Voilà. Et je souhaite que la future fonction garde-côte se donne pour objectif de lutter plus activement contre la pêche illégale sur mer et à l'arrivée des produits à terre. À quoi ça sert de dire qu'on veut une pêche écologiquement responsable chez nous si on laisse piller par d'autres la ressource halieutique qu'on impose à nos propres pêcheurs de respecter? C'est une question de crédibilité. La France doit étendre sa maîtrise des espaces maritimes en repoussant les limites de la connaissance et de la surveillance maritime bien au-delà de nos côtes et de nos eaux territoriales. Enfin, il y a toute l'affaire de l'Union pour la Méditerranée, que Jean-Louis Borloo suit de près. Nous allons faire de la Méditerranée, je le dis au Havre, mais de la mer la plus propre au monde, et nous allons faire travailler les pays du Sud et les pays du Nord autour de projets comme l'énergie solaire. Et dans le livre bleu sur la stratégie maritime française, je souhaite qu'à l'intérieur, il y ait particulièrement une stratégie maritime méditerranéenne. Mesdames et Messieurs, les océans sont l'exemple même d'un bien commun de l'humanité. La présence de la France dans les instances maritimes internationales doit être désormais à la hauteur de ses responsabilités. Plutôt que d'abandonner le débat et la décision aux seuls défenseurs des pavillons de complaisance et de la dérégulation systématique, je souhaite d'ailleurs que la France ait enfin un ambassadeur à l'Organisation maritime internationale. C'est dire le peu d'importance que nous attachions à la politique maritime. On n'avait pas d'ambassadeur à l'Organisation maritime internationale. J'ai décidé pour occuper certains ambassadeurs. Il ne faut pas surcharger. Bon. Donc, si, non mais c'est très révélateur. Vous savez, il n'y a pas de détails. C'est très révélateur. Ça voulait dire que la politique maritime de la France n'est en rien une priorité. Cher Antoine, en m'excusant d'avoir été beaucoup trop long, je veux que chacun me comprenne bien. C'est une ambition pour la France que nous avons. Je le dis à Éric, c'est une ambition que nous avons. Pas une ambition de la droite, une ambition contre la gauche, de la majorité contre l'opposition. C'est un réveil de la France. Nous sommes une grande puissance maritime. Mais ça ne sert à rien de le scander si on ne prend pas les décisions.
J'ai annoncé dans le cadre du Grand Paris beaucoup d'investissements, beaucoup de décisions. Je sais que je serai attendu sur le résultat. Je serai au rendez-vous des résultats. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Alors on me dit, oui, mais c'est la crise. Mais c'est justement parce que c'est la crise. La réponse de la France à la crise, c'est les grands projets, les grandes innovations, les grandes ambitions. Parce que si en plus de la crise, vous deviez avoir un gouvernement qui n'a pas d'idée, qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas de volonté, alors comment on s'en sort? C'est justement parce que c'est la crise que le président de la République, que le gouvernement, que le Premier ministre doivent s'engager au service d'une grande ambition. On me dit, mais est-ce que c'est de la dimension du président de la République? Chaque fois que je parle de quelque chose, on me dit, ah ça, c'est pas un sujet de président de la République. On doit me cantonner à quoi? À tout ce qui marche et qui n'a pas besoin de moi. Je devrais me faire la tournée des salles blanches et des grands laboratoires technologiques qui n'existent si peu qu'il y en a un seul endroit où on m'amène pour me faire visiter. Tout va bien, il n'y a pas besoin de vous, vous venez pas mettre la pagaille. Voilà. Moi, je veux aller dans les endroits où il y a des problèmes, où il y a des difficultés. Je veux aller dans les endroits où les gens souffrent, et ce n'est pas toujours agréable. Mais j'ai parfaitement conscience que dans la crise, les gens souffrent. Je le sais. Et mon devoir, c'est de me battre justement là-dessus. Je le dis à Antoine, qui aime passionnément cette ville, à Bruno Le Maire, qui aime cette région. Je sais les problèmes de l'automobile. Croyez-moi, je m'en suis bien occupé, Sandouville et Renault. On a sauvé l'industrie automobile. Je sais ce que ça représente, les ports, dans votre région. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire des grands discours, pour annoncer, mais vous en avez besoin pour annoncer des décisions. Je sais bien qu'il y a le déficit, je sais bien qu'il y a la dette. Mais permettez-moi de vous dire, c'est justement parce qu'il y a le déficit et la dette qu'il faut maintenant investir. C'est ça qui permettra de réduire la dette et le déficit. Et c'est justement parce qu'on n'a pas fait ces choix-là, c'est justement parce qu'on a privilégié les dépenses d'assistanat, les dépenses de fonctionnement, qu'on a toujours arbitré contre les dépenses d'avenir, que nous nous trouvons dans cette situation-ci. Voilà le choix que nous faisons. Ce n'est pas un choix facile. Vous savez, quand je dis que je continuerai à ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite, ce n'est pas parce que j'aime pas les fonctionnaires sont des gens compétents, dévoués, qui ont un grand sens de la fonction publique. Mais 1 million de fonctionnaires en plus dans notre pays, depuis 1992, comment voulez-vous qu'on dégage les marges de manœuvre pour faire de l'investissement? Moins de fonctionnaires, mieux payés, mieux considérés, mieux formés, c'est notre politique. Et avec cette marge de manœuvre, on va trouver les moyens, oui, on va s'endetter, mais pour payer des investissements qui produiront de la richesse après. C'est la seule politique possible. Sinon, des villes comme Le Havre ne survivront pas, parce que les autres ne nous attendent pas. Et que votre concurrent, ce n'est pas Marseille, c'est tous les ports du nord de l'Europe qui n'attendent pas que Le Havre se modernise. Ils l'ont fait, ce travail de modernisation, avant nous. Eh bien, moi, mon ambition, c'est que quand on sortira de cette crise économique internationale, la France soit plus forte que quand elle y est rentrée. C'est ça mon ambition, c'est ça mon travail et c'est ça mon devoir. Voilà. Et je terminerai par ça. Tous ceux qui s'inquiètent pour savoir si je tiendrai mes engagements, je leur dirai, ne vous inquiétez pas, je ferai tout ce que vous n'avez pas fait quand vous étiez aux responsabilités du gouvernement. Je le ferai. Pareil pour EPR, dans la région aussi. Voilà. Ouais, il faut m'arrêter parce que j'aime tellement votre ville et je suis tellement passionné par cette question de l'espace maritime. Et je sais que je parle à des gens passionnés, parce que vous n'êtes pas d'ici. Je veux dire que c'est un choix. Je veux dire que vous aimez votre territoire. Et je dois dire que j'ai beaucoup de chance, parce qu'à chaque fois que je viens au Havre, il fait un soleil éclatant. Je ne laisserai personne dire qu'en Normandie, il pleut, parce que vraiment, regardez, il suffit que je vienne. Merci à tous.